La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 6000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes, et elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je te présente Sorcière en herbe, le podcast de Conteuse végétale. Une émission où je te raconte l'histoire passionnante des plantes, la magie des végétaux et leur ingéniosité à créer des molécules originales. Je te livre aussi quelques secrets pour les utiliser et préparer des remèdes simples pour les petits maux du quotidien. Je suis Sonia Bellouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Si tu m'écoutes, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast, une note sur Spotify ou un commentaire sur YouTube. Dans ce premier épisode de l'année et de la saison 4, je vais te parler de la pratique énergétique de l'aromathérapie, qu'on appelle aussi aromathérapie sacrée. Lors de mes nombreuses formations, j'ai pu approcher les principes de l'aromathérapie énergétique. J'ai aussi découvert l'incroyable étendue des travaux de Lydia Bosson sur ce sujet, ou comment elle fait le lien entre une molécule, les chakras, les principes de l'Ayurveda. L'aromathérapie énergétique nous laisse entrevoir le lien entre les émotions, l'esprit, le mental et leur action sur le corps. Tout est en fait interconnecté. Mais avant de parler d'aromathérapie énergétique précisément, je souhaite évoquer les médecines dites anciennes ou traditionnelles. Le lien entre compréhension intellectuelle des propriétés et indications et l'approche sensible des plantes existe depuis la nuit des temps. Des chamans à nos jours, on passe par la médecine gréco-romaine, les connaissances empiriques des sorcières guérisseuses ou encore la théorie des signatures. La théorie des signatures ou loi de correspondance permettait de relier remèdes et maladies par des similitudes entre symptômes et caractéristiques physiques de la plante ou l'organe de la plante. Chaque système de médecine traditionnelle inclut une conception énergétique, en particulier dans la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Pour ce qui est de la médecine dite occidentale, il faut remonter à l'Antiquité, dans les courants gréco-romains et arabes, où l'on retrouve une classification des plantes ainsi que des humains en fonction du chaud et du froid, de l'humide et du sec, ce qui permettait d'appréhender la maladie et la guérison selon le prisme de l'équilibre ou du déséquilibre. Ce dernier, le déséquilibre, provoque des symptômes qui seraient soignés en équilibrant par une plante dans la famille opposée. Pour schématiser, trop d'humidité, on va soigner avec une plante dite asséchante. Et inversement. Un exemple, si j'ai froid l'hiver et je grelotte, je vais être attiré par des plantes chaudes comme le thym ou le gingembre. Et si j'ai une diarrhée, donc un excès d'humidité, je vais me préparer un thé noir longuement infusé, car très astringent. C'est une plante dite asséchante. On peut aussi retrouver la notion de goût, de sensation. L'amertume, la douceur sucrée, l'astringence, l'aigreur, le goût salé, le piquant ou l'épicé. On sait aujourd'hui que les plantes amères, par exemple, sont liées à la sphère hépatique. On les appelle les toniques amères. Et la bile est amère. Exemple, la gentiane, le quinquina, l'absinthe ou la chicorée. Les médecines traditionnelles ou anciennes voyaient le symptôme comme le résultat d'un déséquilibre, ou d'une stagnation, ou d'un blocage d'un problème physique ou psycho-émotionnel. L'humain étant un tout, non fragmenté, qui mange, qui marche, qui travaille, qui pense, qui espère, qui aime, qui pleure, qui va à la selle, qui urine,
Les humains ne se ressemblent pas. Ils sont uniques par leur morphologie, leur vécu, leurs ancêtres et leur environnement. Dans les médecines antiques, on retrouvait les notions comme des 4 éléments, les 4 humeurs ou tempéraments. Ces doctrines avaient été adoptées par Aristote ou Hippocrate, portées et développées ensuite par Ibn Sina ou Avicenne dans la médecine arabo-persane. Au Moyen-Âge, les traités de Sainte Hildegarde de Bingen reprennent ces principes. La proportion de chaque humeur détermine le tempérament dominant des personnes. Le tempérament aide à choisir son alimentation et l'équilibre des humeurs peut être établi ou réétabli par un régime alimentaire approprié ou l'utilisation de plantes qu'on appelle aussi des simples et des remèdes à base de ces dernières. À la fin du Moyen-Âge, Paracels fait la révolution alchimique. Il jette au feu les traités antiques et arabo-persans et donna l'impulsion physiochimique à la médecine. C'est l'ancêtre de l'homéopathie. Dans les médecines dites scientifiques, on retrouve par exemple dans la médecine chinoise les 5 éléments, le métal, eau, bois, feu et terre. 8 catégories, le froid, la chaleur, la déficience, l'excès, l'intériorité, l'extériorité, le yin et le yang. Il y a aussi les méridiens. Ce sont des lignes de flux énergétiques et leurs points d'acupuncture. 12 méridiens correspondent à des organes et des viscères et 8 méridiens dits extraordinaires, dont le méridien vaisseau gouverneur qui régule tous les méridiens de type yang et le vaisseau conception qui relie tous les méridiens de type yin. En médecine ayurvédique, on retrouve des notions comme les 3 doshas, pitta, vata, kapha, une classification qui peut s'apparenter aux humeurs puisqu'il s'agit d'appréhender la santé d'une constitution donnée. Les déséquilibres des doshas sont source de mal et de maladies. Les doshas ne sont pas statiques. Ils vont évoluer en fonction de l'âge, des événements et des maladies. Il y a aussi les 7 chakras. 7 points, 7 emplacements dans le corps humain qui commencent sur la base, donc par le chakra racine, ensuite le chakra sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le coronal. Ce sont des centres énergétiques ou de conscience dans le corps humain. Les chakras sont associés traditionnellement à des couleurs, des symboles, des pierres fines ou précieuses, des déités, des sons et des mantras. À chaque chakra correspond une personnalité ou un profil psychologique et un élément. D'ailleurs, il en existe 5 en Ayurveda, légèrement différents des éléments en médecine chinoise. Il s'agit de l'eau, du feu, de l'air, de la terre et de l'éther. Chaque individu possède 3 gunas dans des proportions différentes. Le guna dominant va déterminer les penchants du caractère de la personne. Un individu donc est unique car il va posséder 3 gunas et 3 doshas dans des combinaisons et des proportions qui lui sont propres. C'est une constitution déterminée à la naissance. Les pharmacopées chinoises et ayurvédiques viennent au secours des différents déséquilibres et autant de combinaisons possibles depuis plus de 6000 ans. Quel est le point commun entre ces différentes médecines, doctrines ou approches ? Elles ont toutes une vision globale. Elles font le lien entre la personnalité ou profil psychologique et comportemental et le physique et la constitution de la personne ainsi que le symptôme qui apparaît. Dans cette approche, on recherche la source du symptôme, c'est-à-dire le déséquilibre ou le blocage à l'origine de la maladie. La maladie est le dernier cri du corps pour nous dire que quelque chose ne va pas. En d'autres termes, le symptôme est la manifestation dans la matière de ce qui n'allait pas et qui n'a pas été entendu dans le subtil, dans l'invisible, dans l'énergie qui a été perturbée et déséquilibrée. On dit qu'un syndrome n'est pas exclusif à une maladie. D'ailleurs, ces médecines traditionnelles ont une vision de l'humain comme étant une personne unique, non duplicable.
Ces médecines ne traitent pas une maladie, mais traitent un individu. Les médecines traditionnelles permettent donc une approche holistique. Et là, je souhaite préciser le sens véritable de ce mot, que nous rencontrons de plus en plus et pas toujours à bon escient. Holistique n'est pas le synonyme de spirituel, ésotérique ou énergétique, mais est le synonyme de ce qui relève de l'holisme, c'est-à-dire qui s'intéresse à son objet ou à son sujet dans sa globalité. Et l'aromathérapie dans tout ça. Un peu d'histoire pour commencer. La distillation à la vapeur d'eau grâce à un alambic est un procédé mis au point par les Arabes au Xe siècle. Un procédé qui a permis d'obtenir enfin un authentique concentré aromatique de la plante. Le mot alambic vient de l'arabe al-inbik qui désignerait la partie supérieure ou le chapiteau d'un vase de distillation. Avant qu'il n'existe la distillation, il y avait d'autres façons plus ou moins efficaces de profiter des molécules aromatiques. On récupérait une très faible quantité de molécules aromatiques dans une infusion, ce que j'ai déjà expliqué dans un précédent épisode sur les tisanes. Il y a aussi la macération dans l'huile. Elle récupère bien plus de composants aromatiques. C'est un sujet que j'ai abordé et expliqué dans l'épisode 34, mais de l'huile. Et puis il y a les résines de certains arbres, comme le pin ou la myrrhe par exemple, étaient brûlées sur une braise, dégageant leurs substances aromatiques et leurs parfums puissants, très recherchés dans les rituels religieux. Et enfin, l'inhalation humide des aromates dans un récipient d'eau très chaude. Cela permettait de faire pénétrer les huiles essentielles dans les poumons. Et pour finir, les bains aromatiques étaient aussi d'usage. On plongeait des feuilles et des fleurs aromatiques dans des bains chauds pour profiter des parfums et des propriétés des plantes. Les premiers écrits relatant des rituels et cérémonies utilisant des huiles essentielles ou plutôt les plantes aromatiques, puisqu'il n'y avait pas encore d'alambic et réellement des huiles essentielles, datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Que ce soit des fumigations à Babylone, des embaumements en Égypte pharaonique ou l'utilisation de parfums à base de térébenthine chez les Perses. Dans les médecines dites savantes, les médecines chinoises, ayurvédiques, grecques, romaines, arabo-persanes ou alchimiques, on retrouve l'utilisation des plantes odorantes et ensuite des huiles essentielles. De la même façon, dans les traditions orales des médecines amérindiennes, africaines ou du Pacifique Sud, on retrouve par exemple en Australie l'usage du fameux arbre à thé ou titri et en Polynésie des soins par les bains aromatiques. Le terme aromathérapie a été utilisé pour la première fois en 1928 par René Maurice Gattefossé, après avoir découvert certaines propriétés de l'huile essentielle de lavande vraie. La thérapie par l'huile essentielle est née. De nos jours, les huiles essentielles sont obtenues par distillation de différentes parties ou organes de plantes, par entraînement à la vapeur d'eau des molécules aromatiques. On obtient d'un côté une huile essentielle non soluble dans l'eau et de l'autre une eau résiduelle qui a solubilisé une toute petite quantité d'huile essentielle. C'est une eau distillée, aromatique, que l'on appelle hydrolat. L'hydrolat a tout son intérêt dans l'approche énergétique pour 2 raisons principales. Elle contient très peu de molécules aromatiques et elle est utilisable sans risque, même chez les bébés. En aromathérapie énergétique, les quantités d'huile essentielle ont moins d'importance que l'information qu'elles portent. De ce fait, l'hydrolat a toute sa place dans le rééquilibrage énergétique sur les plans vibratoires. Je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 34 et aussi dans un document diffusé sur mes réseaux sociaux. Les huiles essentielles sont classées selon leur structure chimique dominante, qui vont lui conférer des propriétés et une activité thérapeutique précise. Les grandes familles biochimiques sont les alcools, les aldéhydes, les carbures, les cétones,
les monoterpènes, les esters, les éthers et les phénols. En résumé, l'aromathérapie énergétique va associer la famille moléculaire à une énergie, une couleur ou un chakra, à un élément, une saveur ou un méridien pour son action sur le plan émotionnel et subtil. On associe aussi les familles moléculaires dans la démarche alchimique aux humeurs et aux constitutions et tempéraments de la personne. Par exemple, les phénols sont associés au sanguin, chaud et humide. Elles vont donc rééquilibrer les tempéraments dits froids et secs. Comme tu l'auras compris, l'aromathérapie énergétique trouve ses bases dans l'aromathérapie scientifique. Elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. L'une agit sur le plan physique, l'autre sur le plan subtil. La semaine prochaine, je détaillerai le lien entre chakra et aromathérapie en me basant sur les principes énergétiques des travaux de Lydia Bosson. Je donnerai également un aperçu de l'approche de Jade Schutes, ou Jade Schutes, une États-Unienne qui fait le lien entre la morphologie de la partie de la plante distillée et la personnalité du patient. On n'oublie pas que toutes ces informations ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il est fortement recommandé de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien avant la prise d'une plante sous toute forme que ce soit. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Conteuse Végétale Sorcière en Herbe, le podcast. Tu y trouveras des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi, bien sûr. Mais surtout un lien d'abonnement à la newsletter de Sorcière en Herbe pour ne manquer aucun épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec la suite des principes de l'aromathérapie énergétique. À bientôt!